la partie fixe va s'ouvrir à 2,40 m. Et le reste va être vitrifié. Je l'ai fait. J'ai fait une fenêtre sur boulevard Tchadji. J'ai fait une fenêtre, la hauteur est de 8 mètres. La fenêtre prend, oui, la fenêtre prend le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. C'est une fenêtre comme ça. Et la largeur comme ça, je vais 3 mètres. C'est la troisième fois que je réalise ça. Et une personne qui me suit, quand il voit ça, il dit, ah, oui, ça t'attend. Ça, c'est telle personne. Parce que c'est la quatrième, je vois troisième ou quatrième fois que je m'exprime à ça. À Mazal, j'ai fait ça 6 mètres, une fenêtre. Je viens avec une architecture simple, très simple. Et j'ai dit maintenant, je vais me démarquer par une fenêtre. Rien qu'une fenêtre. Et quand je fais ma fenêtre là, ça change tout. Donc quand vous passez devant cette villa, vous ne regardez pas les restes. En fait, je vous amène tous à regarder la fenêtre. Je vous oblige tous à regarder ce que moi je veux. Et l'attention de tout le monde vient. Oh, fenêtre Mouraïbé. Tout le monde regarde ça. Le métier, il est noble, comme on le dit toujours, mais nous-mêmes, on est en train comment toujours solder le métier, nous-mêmes, les architectes, comme on dit. Voilà. Et pour ta question, mon ami Olivier de l'Afrique du Sud, c'est l'école d'architecture qui a développé ces programmes-là et qui a recruté le cabinet en fonction des éléments que l'ordre des architectes sud-africains l'a donné comme rapport. Donc, chez nous, c'est ONA qui devait faire ce travail avec Esaïe. Tu vois? C'est ONA qui devait... Moi, j'ai proposé ça aussi. J'ai parlé de ça. Mais je ne suis pas encore fatigué. Je vais encore essayer. C'est l'ordre avec Esaïe. Parce qu'on voit qu'il y a un ça ne va pas. On se le dise. Il y a un ça ne va pas. Donc, oui. L'ONA devait travailler avec Esaïe pour le bienfait des étudiants de l'Esaïe. Mais nous, au niveau de l'ONA, nous sommes encore là. On a passé 5 ans en train de nous battre, en train de nous cogner, pendant qu'on devait penser déjà pour cette génération future qui vient, qui doit prendre la relève. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Je ne sais pas. Mais moi, je suis un peu conscient de mon côté. J'ai cet amour-là. Je ne force pas ça. Je ne sais même pas pourquoi. Je me dis toujours pourquoi je dois me tourner pour les autres. Même si je me dis, bon, je raccroche les crampons, mais ça m'attire toujours, ça. À un certain moment, j'étais tellement découragé, ça, je vais vous parler comme des amis. Je disais, ah, Ngai, Kinshasa na lembi via Congo. Donc, une fois que j'ai l'argent, j'ai fait mes valises. Je vais répondre 3-0, mais je vais être enseignant quelque part, loin de... C'est quelque chose qui est en moi. Et je vous donne cette opportunité, je discute avec vous, on parle. Mon téléphone est ouvert. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre ami, c'est lui l'initiateur du projet. Il va faire un groupe WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, nous ne sommes pas obligés de nous voir tout le temps. Mais on peut se voir tout le temps, on peut se discuter tout le temps par un groupe WhatsApp. Où on va se dire, par exemple, un week-end, chaque week-end, on va commencer à discuter. C'est pas pour qu'on discute tous les jours, parce qu'on est occupé à faire autre chose. Donc, moi, j'ai aimé vraiment l'initiative, je suis content. Donc, on passe au divers, hein, on parle. Hein. Vas-y, je t'écoute.
content de parler. Vous êtes une source. Vous nous inspirez déjà. Merci. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ces métiers. Parce que dans nous, nous sommes jeunes. Et puis lorsqu'on s'approche vers vous comme ça, c'est pour prendre aussi des motivations, des inspirations, comment on doit s'y tenir, comment on doit se comporter. Moi, ce qui m'a ramené dans ces métiers, c'est le rêve. J'ai vu mon oncle était architecte. J'étais tout petit en Mandaka, à l'Équateur. Mon oncle venait et passait les séjours chez nous parce qu'il devait passer à Guadeloupe et aller construire à Guadeloupe. Il était aussi prof à l'IBT Bijimini. C'est là où moi j'ai appris le goût. J'ai commencé à rêver être architecte. Je voyais ces plans à l'époque dessinés à la main. Ça me rendait fou. Et je me disais, je dois dessiner comme ça. Et quand je regardais ça, je le voyais comme si c'était un génie. Et je me suis accroché à ça. Je me dis, je dois un jour. Moi, ce n'était pas de devenir architecte. Moi, je disais, je dois arriver à dessiner comme ça. Et c'est là où tout est parti. C'est comme ça que je vous ai dit tout. C'est les pensées, c'est l'approche, c'est le rêve. Je me suis accroché à ça. Et ça m'a servi. Et c'est comme ça que je prends le même chemin pour aider aussi les autres. Quand tu n'as pas un rêve, quand les choses vont se chambouler, tu vas laisser, tu passes à autre. Mais quand tu as un rêve, tu t'accroches à ça. S'il faut voler, tu vas voler. Je vous dis la vérité. Parce que le problème est que tu dois monter cet escalier et arriver là. Mais tu cherches tous les contours, ça ne marche pas. Tu dis, mais la solution, ça te demande de voler. Tu vas voler, puis tu vas venir réparer après. Les rêves, c'est comme si tu étais accro, c'est comme si tu étais dans un deal de drogue que tu ne peux pas t'en passer. Continue. Est-ce que vous avez déjà réussi à réaliser votre rêve? Non, je suis pas encore. Tu sais, dans le parcours, tu sais, dans mon parcours de rêve là, maintenant, avec tout ce qui se passe dans notre société, ça me ramène à la politique. Je cherche à rentrer, mais je regarde les contre et les pour, je me réserve parce que ce qui se passe, ce n'est pas la vraie politique qu'on doit mener pour changer les choses. Une fois, j'étais dans une émission sur un plateau télé. Après mon exposé, les journalistes me disent, tu es convaincant sur toutes les lignes. Mais après, quand on va te donner ce poste de ministre, tu ne feras rien. Et je lui dis, là, si le président m'appelle, comme nous sommes là sur le plateau, il me propose d'être ministre, je vais refuser. Elle me dit, mais avec tout ce que tu viens de donner des idées, je dis oui. Ta motivation de refuser, c'est quoi? Je dis, au Congo, la politique au Congo, tu n'as pas le plein pouvoir par rapport à ton ministère. Il y aura toujours l'échelon qui est au-dessus de toi qui a un mot à dire. Alors, avec moi, j'aime être libre. J'aime faire mes pensées. J'aime me lancer dans une liberté pour avoir les résultats. Mais à chaque fois, je vais être contredit par mon chef. Pour être ministre, je dois parler avec les chefs pour lui dire, vous me donnez votre accord et votre soutien à 100%. Là, au moins, vous allez attendre le résultat. Mais comme ça, là, c'est compliqué. Je parlais de la réalisation de votre rêve parce que là, vous êtes déjà architecte. En plus, vous êtes un architecte senior. Parce que nous, actuellement, c'est comme la dame venait de dire là, son rêve, c'est d'être architecte parce que sa famille, ses parents ne voient pas qu'elle peut un jour devenir architecte. Pour lui, son rêve, c'est de devenir architecte. C'est pour ça que j'ai dit que là, vous avez réalisé votre rêve. Maintenant, comme vous êtes architecte, je voudrais savoir aussi quelle est votre vision sur l'architecture durable et responsable. Parce qu'aujourd'hui, comme nous, on nous enseigne à l'ISAï, on nous dit souvent que l'architecture doit être responsable, durable aussi. Oui. Parce qu'il y a par exemple, lorsque vous allez sur le plan professionnel, les idées aussi peuvent changer. Et comme vous avez dit que l'école nous sert donc nous servent des bases. Lorsqu'on s'assoit sur ces bases-là, maintenant nous pouvons implanter nos propres jalons aussi. Maintenant, vous, en tant qu'un architecte senior, quelle est votre vision sur cette architecture-là? L'architecture durable, déjà, c'est
politique. Pour nous, les architectes, on peut se réveiller comme ça pour dire, bon, je fais l'architecture durable. On le fait déjà. L'architecture durable, c'est lié aux matériaux que tu dois utiliser. Mais regarde maintenant l'environnement auquel nous vivons. Les matériaux pour une architecture durable, ça te coûte combien? Combien de clients ont le pouvoir d'achat de ces matériaux exigés? Tu vois, par exemple, tu te retrouves dans une province où ils ont beaucoup d'argile. Ils peuvent travailler avec les briquettes. Mais quand tu parles avec eux-mêmes, les autochtones, les clients qui te viennent comme ça, tu dis, bon, je vais travailler avec les matériaux locaux, produits localement. Ils te disent, non, on a la ligne à briques. Tu as déjà un problème. Et pour arriver dans l'architecture durable, c'est un accompagnement politique. Et le ministère de l'Urbanisme doit suivre totalement en imposant des lignes, un code de conduite. Nous, on est en train d'évoluer un matin comme ça. Nous sommes alimentés dans un quartier résidentiel où les parcelles sont larges. Mais tu vois quelqu'un qui vient construire 10 étages. C'est en normal. L'architecte, tu n'as pas le pouvoir sur ça. La personne qui a le pouvoir sur ça, c'est l'État qui doit limiter. Il te dit, chaque zone ici a des instructions. Dans chaque zone, il y a des règles pour construire. Mais il n'y a personne qui les respecte. Personne. L'architecte, quand tu fais ton job, le côté pédagogique, par exemple, sur ton client, mon ilobi à Kimio, il va aller chercher quelqu'un. Parce que lui, il veut faire 4 étages pour avoir beaucoup d'appartements. Tu lui dis, non, moi, déontologiquement, je ne peux pas faire ça. Il te laisse. Parce que toi, tu es professionnel. Tu as commencé à l'expliquer. Tu commences la pédagogie avec ton client. Mais il rencontre un autre architecte qui s'en fout totalement. Ils vont réaliser. Et moi, je m'accroche. Moi, j'ai fait toujours un effort de faire l'architecture durable. Par mes matériaux, par mes choix, par les styles même de mon architecture. J'ai tendance vraiment à avoir des larges ouvertures, des manières à éviter la consommation de l'énergie. Je cherche toujours à avoir vraiment des larges baies, de manière que la pièce puisse respirer sans climatisation et autres. L'architecture durable, nous tous, nous sommes là liés dedans, mais la seule personne qui peut nous accompagner, ou l'institution qui peut nous accompagner pour arriver à ça, c'est le gouvernement. Hier, je crois qu'on va faire un tour dans le bureau, on va le voir. Si l'écran ici, on pourra le brancher, on va prendre les flèches, on va avoir ça. Je travaille sur un projet des logements. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'architecture durable, où j'ai pensé tout dans ce sens-là. La cité est autonome sur le plan énergétique. J'ai l'espace vert qui domine pratiquement à 60%. C'était ça mon souci. Les matériaux que je vais utiliser, c'est les matériaux qui vont être produits localement. Je vais travailler avec les briquettes. Je viens sur l'eau, l'autonomie de l'eau. La zone, je peux déjà à 10 mètres de profondeur, je peux déjà avoir de l'eau. Donc, je vais travailler sur les pompes, le forage, les stationnements de forage, et pour avoir de l'eau. Sur 24 novembre, ici, en 2013, je crois, je suis parmi les premières personnes à utiliser un bâtiment avec l'autonomie d'eau potable. Là où il y a Galaxy. Vous voyez le grand bâtiment là. Là, j'étais encore jeune. Si je vous dis que non, je suis passé par là, pour ne pas dire que j'ai construit ça, mais c'est moi qui ai fait. En 2013.
C'est pour un ami indien. Mais il m'a fait confiance. C'est ce qu'on disait à l'introduction. Qu'est-ce qui a fait qu'il me fasse confiance? Je ne sais pas. Donc, il a cru en moi parce que j'ai reflété l'assurance de relever ces défis. Et lui, il a pris les risques. Et moi, pour moi, c'était les défis à relever. Plein, on les a tellement. Et quand on a fini, on a commencé à réfléchir. On a 54 appartements. Mais si on se connecte à la régie des eaux, il me dit, non, on ne gagne rien. Si on se connecte à la régie des eaux, je ne gagnerai rien parce que la facture que la régie des eaux va commencer à venir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Il a payé les droits, des trucs, tous les ministères, tout ça. On fait les forages, on fait un bassin de rétention, on traite de l'eau et on pompe ça dans l'immeuble. Dans tous les appartements que tu vois là. Cet immeuble-là, les 54 appartements, ils ont ça l'autonomie d'un pour de l'eau. On a fait ça en 2013. Derrière là, il y a vraiment un bassin d'eau qu'on stocke, on traite et puis on pompe ça sur le réservoir qui est au-dessus là-bas et puis ça commence. Donc l'eau là utilisée pour se laver les habits et même préparer. Donc on a pensé à ça déjà. Donc l'architecture durable, mais ça doit être un combat de chacun de nous. Nous aussi, nous pouvons influencer l'État dans ça. Mais il faut que chacun de nous puisse avoir l'information sur ça. Chacun de nous développe son concept de travail lié aujourd'hui à cette architecture. Parce que nous sommes tous butés au problème des climats, des changements climatiques. Donc nous sommes tous des agents, nous sommes tous des responsables à travailler dans le même sens. En troisième ici, avant de passer en master, j'ai fait mon TFC qui était un complexe hôtelier-ristique. C'était quand même chaud pour faire ça pendant 3 mois. Il fallait produire la partie technique, produire les descriptifs, produire la 3D, produire une vidéo de présentation. Maintenant, si je s'est lancé comme ça, enseigner dans les bureaux d'études, c'est encore pire. Parce que là, tu dois faire juste des détails, tu dois penser au prix de chaque matériau. Les cahiers des charges et tout ça, c'est vraiment énorme. Comment faites-vous quand vous avez plusieurs projets, plusieurs grands projets, et comment gérez-vous les délais, la pression de tout ça? Bon, moi personnellement, moi je gère ça de ma manière. Pardon. Alors, d'être. Moi, d'emblée, je gère par ordre de priorité. Je gère par ordre de priorité. Je suis un cabinet d'études, je dois vivre, j'ai des charges. Alors, qui paye mieux? Celui qui paye bien, c'est celui qui est la priorité. Les autres, vous allez subir, vous allez attendre. Vous allez attendre. Là, je ne suis pas étudiant. Il y a le prof Tarangaï. J'ai un témoignage sur lui. Il y a un de ses collaborateurs qui m'a parlé de ça. Un monsieur voulait travailler, il voulait que Tarangaï construise pour lui une villa de haut standing. Le monsieur arrive, on le reçoit, il parle avec la secrétaire, le monsieur part. La secrétaire expose les problèmes à l'architecte Talangaï. Patron, voilà. Il dit, non, il doit chercher une autre personne. Talangaï ne travaille pas pour des personnes comme ça. Le monsieur est revenu plusieurs fois. Talangaï refusait. Il a dit même, je veux payer plus, même double de ce qui, même le double de normal. Talangaï a refusé. Ça veut dire quoi? À un certain niveau, quand tu places des limites, tu deviens encore plus cher.
dit Talangai ne travaille pas pour des personnes comme ça. Talangai travaille pour des ministres, des présidents. Tu vois, là où il s'est fixé la limite. Et je pose la question à son collaborateur. Je dis, mon vieux main, et c'était beaucoup d'argent. Il dit, oui. Talangai ne regardait pas cet argent, Talangai regardait sa personnalité. L'homme là, à la Combonini. Il vit avec son argent, mais il n'a pas de nom qui influence. Parce que lui, c'est lui, déjà, lui, il a un nom. Quand tu travailles déjà pour le compte du président des Togo, imagine. Imagine. Et ce n'est pas l'argent qui te ramène à ça. Donc, la priorité, je t'ai dit, moi, personnellement, c'est lui qui me paye, c'est lui qui est réglo avec moi. J'ai fait la priorité, j'ai fait le travail, les autres attendent. Et j'ai toujours le temps d'expliquer à mes clients. J'ai fait toujours un parcours pédagogique à mes clients. On dit, voilà, tu viens me contacter. Il y a ça comme étape. Donc, il y a ça, on va produire dans autant de temps. Il faut attendre. Et deux fois, j'évite aussi les cumuls. J'ai l'honnêteté de dire aussi aux gens, je suis full, si tu tiens, il faut attendre. J'ai 2-3 trucs, j'ai fini ça, et puis je vais commencer ton travail, je peux te contacter. C'est pas facile. Des fois, vraiment, tu as besoin d'argent, mais quand tu te retrouves, tu cumules, tu n'as même plus le temps pour toi-même, et tu n'arrives même plus à produire le bon travail, parce que tu vas amener tout à va-vite. Il m'est arrivé aussi de faire un projet. Après, quand je regarde ça, je regarde, j'allais faire mieux, mais j'ai déjà fait. Parce que bon, j'avais aussi besoin d'argent, quoi. Puis bon, j'ai cumulé, je passe vite, quoi. Et aujourd'hui, je ne fais plus ce genre d'erreur. J'essaie un peu de prendre ce que je peux prendre, ce que je peux gagner. Parce que le fait de prendre 2-3 travails, ce n'est pas dit que tu gagnes aussi beaucoup d'argent. Non. Tu peux seulement prendre un bon travail et tu gagnes beaucoup plus si tu en avais 2 ou 3. Donc, chacun, c'est tes clients, c'est mes clients. Je sais le comportement de chacun d'eux, je sais aussi comment les gérer. Mais celui qui est priorité, c'est celui qui paye bien. Ou c'est là où je vais gagner beaucoup plus. Je lui donne un traitement un peu particulier. Voilà. Voilà. Comment vous gérez votre vie? L'agent, vous êtes un homme vraiment très occupé. Je veux savoir comment gérer tout ça. C'est difficile. C'est difficile. Normalement, avec le volume de travail d'un architecte, normalement, les architectes ne devaient pas avoir de famille. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.